Dans cette vidéo, je vais te montrer les coulisses d'un projet que j'ai réalisé récemment sur une île appelée Bali. Je vais te montrer comment j'ai vécu ce tournage seul à l'autre bout du monde, comment j'ai filmé certains de mes plans, je vais te dire exactement quel matériel j'ai utilisé, comment j'ai étalonné l'entièreté de la vidéo, les leçons que j'ai pu apprendre pendant ce tournage, et bien plus. L'histoire de ce tournage remonte au début de l'année 2024, quand j'ai décidé de faire un gros changement dans ma vie. Acheter une caméra. Juste avant de réserver les billets pour ce voyage exceptionnel, j'étais à un moment dans ma vie où j'étais enfermé dans une sphère de développement personnel et j'étais complètement en mode autopilote. J'ai eu une grosse baisse de motivation et je me sentais pas capable d'utiliser ma créativité à son plein potentiel. Alors j'ai décidé de partir à l'aventure. J'ai pris mon sac à dos, mon vélo et ma caméra et je suis parti m'isoler à la montagne. Loin de la ville, loin du bruit, loin des distractions, loin du monde. Pendant ce week-end, j'ai exploré. J'ai découvert la nature qui m'entourait et j'ai pu remettre mes idées en place dans ma tête. Partir seul à l'aventure, ça me faisait peur au début. J'avais peur de vivre des expériences seul, mais je me suis rendu compte que c'était un moyen 100 fois plus efficace qu'un livre de développement personnel pour en apprendre sur moi. Ça m'a remotivé et l'idée de voyager seul est apparue dans un coin de ma tête. J'ai commencé à faire mes recherches et je suis tombé sur Bali. Ça m'a direct plu, alors j'ai pris les billets et 2 mois plus tard, me voilà dans le train, direction Milan pour prendre l'avion. Aujourd'hui c'est le grand jour, on part à Bali, je pars à Bali tout seul. Et avec du recul, je me dis mais c'est incroyable ce qui m'arrive. Je viens d'avoir 18 ans, je pars tout seul à Bali. C'est un truc de ouf. Quand je suis arrivé à Bali, j'ai directement ressenti cette énergie qu'il y avait sur cette île. La gentillesse des locaux et la chaleur, même en étant au mois de janvier. Malgré mon stress d'être seul à l'autre bout du monde, c'était la première fois que je me sentais bien intérieurement. Dès le premier soir, arrivé à Ubud, j'ai voulu commencer à filmer. Pour être honnête, je savais pas quoi filmer, comment le filmer ou quelle histoire raconter, mais je me suis dit que j'allais me laisser guider par la vibe de l'île et j'allais voir où ça me mènerait. La caméra que j'emporte partout avec moi, c'est le Sony A7 IV. J'utilise depuis 1 an maintenant et honnêtement, c'est un game changer. Il est petit, compact, il fait des très belles vidéos comme de très belles photos. Et si tu sais ce que tu veux filmer, il fait des images incroyables et qui sont facilement retouchables. Pour les objectifs, j'utilise le Tamron 28-75 mm. Franchement, ce Tamron, il est tip top. Ce qui est bien avec cet objectif, c'est qu'il est léger, il a un bon autofocus et il gère plusieurs plages et c'est parfait pour mes tournages. Si je veux faire des plans larges, je peux filmer en 24 mm pour montrer un peu plus le décor et je peux aussi filmer en 75 mm pour avoir vraiment un close-up et un plan beaucoup plus sentimental. C'est définitivement un choix de qualité pour les créateurs de contenu qui me regardent. Maintenant, pour shooting, j'ai utilisé un filtre ND qui m'a honnêtement sauvé le tournage. Le filtre ND est très important pour garder un effet cinématique sans bouger sa vitesse d'obturation. Et tout cela en extérieur. Le mien vient de chez Aida, je l'utilise depuis 2 ans et franchement, il a toujours fait le taf. Pour les plans aériens, j'ai utilisé le Mavic Air 3. Pour moi, il est très important d'avoir des plans au drone pour pouvoir apporter une vue différente au projet sur lequel on travaille. Et ça permet aussi de faire des plans de transition entre les différents endroits dans lesquels on va tourner. Ce drone, il est hyper polyvalent et le rendu vidéo, il est juste fou. On peut filmer en D-Log M, un profil colorimétrique qui permet d'avoir une plus grande flexibilité d'étalonnage en post-production. Ce drone était juste parfait avec son objectif 24 mm et son objectif 70 mm pour capturer la beauté du paysage à Bali. Par rapport aux autres projets que j'ai pu réaliser, dans celui-là, j'ai vraiment voulu mettre en lumière la beauté des paysages et la gentillesse des locaux. Pour moi, c'était un contraste parfait à avoir dans un projet comme celui-ci. Habituellement, se lancer dans un projet comme celui-ci sans avoir réellement idée de ce que l'on veut filmer ou émotion que l'on veut transmettre, c'est dur. C'est comme se jeter à l'aveugle sans rien prévoir. C'est pour ça que normalement, je fais un minimum de recherche sur l'environnement dans lequel je vais tourner, ce que je vais pouvoir filmer, et je me prépare aussi une liste de plans à réaliser. Mais pour ce projet, c'était un peu différent. Comme ce voyage était pour moi un moyen de me retrouver avec moi-même, de vivre de nouvelles expériences, j'ai décidé de briser toutes les règles que je m'étais fixées. Je suis parti là-bas sans rien connaître, avec juste l'envie de vivre de belles choses et de capturer des moments authentiques. Je sais que ce mode de travail déplaira à beaucoup de gens,
mais pour une expérience de la sorte, ça m'a été vraiment utile. Et une fois sur place, je me suis rendu compte que c'était la décision à prendre, se laisser guider par l'instinct. J'ai rencontré des locaux super gentils avec qui j'ai passé des moments incroyables, et je pense que l'histoire qui va le plus marquer, c'est ces locaux que j'ai croisés sur le retour d'une expédition. En effet, je me suis arrêté devant chez eux en scooter par pur hasard. Ils sont sortis, et malgré la barrière de la langue, on a réussi plus ou moins à communiquer. J'ai pu filmer quelques plans avec eux, on a pu discuter, rigoler, et carrément ils m'ont invité chez eux. C'est là que j'ai pu voir les conditions dans lesquelles ils vivaient. J'ai été invité chez eux, et ils m'ont offert une noix de coco qu'on a pu partager tous ensemble. Ils ont été tellement gentils, et je me suis rendu compte de la misère dans laquelle ils vivaient. Et malgré tout ça, ils ont été gentils avec moi. Ils m'ont même offert de quoi me nourrir. Et ce moment, il m'a profondément touché. Et je suis sûr qu'il restera gravé dans ma tête à tout jamais. Et ce genre d'expériences, elles sont pas prévisibles. Elles sont pas prévisibles dans un storyboard ou dans les idées qu'on veut mettre, parce que c'est des choses qui se vivent. Et ces moments purs, authentiques qu'on peut vivre, en fait, il faut juste se laisser aller. Il faut juste se laisser aller, ne pas être fermé aux opportunités. Et c'est pour ça que j'aime toujours garder une part d'imprévu dans mes tournages, même dans ma vie, pour pouvoir vivre des vrais moments authentiques. Actuellement, avec les locaux, on va faire une coconut. La vie de mais ils sont trop gentils, sa mère. Ils ont rien, vraiment, ils ont rien du tout. Ils vivent dans ça à 5, 6. Et ils m'offrent encore une noix de coco et tout. Je filme, c'est juste incroyable ce qui se passe. C'est ça la vraie vie. Maintenant, une partie technique super importante de ce projet était de choisir le bon framerate et la bonne shutter speed. Si je filme une scène d'action comme dans cette ville assez animée à Ubud, j'aime bien avoir ce sentiment de vitesse, d'action. Et pour ça, je décide de filmer en 24 fps. Et je règle ma shutter speed à 1/50e en respectant la règle des 180. La règle des 180, qu'est-ce que c'est? C'est la règle qui dit qu'il faut doubler son framerate pour obtenir sa vitesse d'obturation. Et si je filme à 24 fps, je mettrai ma vitesse d'obturation à 1/50e, tandis que si je filme à 60 fps, là je me mettrai à 1/120e. Pourquoi je décide de mettre en 24 fps? C'est pour avoir un flou de mouvement plus prononcé et avoir un rendu beaucoup plus cinématique. Pour fluidifier notre rendu vidéo, il faut savoir alterner entre cinématique 24 fps et des ralentis. Si comme je l'ai dit par avant, je veux une sensation de vitesse, d'action rapide, je vais me mettre en 24 fps. Tandis que si je veux mettre l'accent sur une action réalisée par un personnage, alors je vais plutôt opter pour 60 images par seconde et une vitesse d'obturation à 1/120e pour pouvoir faire des ralentis fluides par la suite. Il n'y a pas de technique secrète pour savoir quel framerate utiliser par rapport à la situation. Ça vient simplement avec l'expérience. Il faut expérimenter, filmer et développer son œil de vidéaste. Cependant, durant ce voyage, j'ai rencontré des vidéastes péruviens. Big up à Alex et Matt. Ce sont des vidéastes très talentueux, on a passé des moments magiques ensemble. Vraiment, merci à vous. On a filmé ensemble et j'ai pu apprendre de leur expérience. Ils m'ont motivé à filmer différemment et à utiliser des nouvelles techniques de cadrage. Oh bro, can you just like shoot like to the ceiling with like now to Like I'm shooting the ceiling? yeah, Like this? yeah. Alex m'a fait découvrir une technique qui s'appelle le slow shutter qui consiste à baisser sa shutter speed pour avoir un effet très saccadé. Ça marche super bien pour tout ce qui est transition et même ça s'utilise dans toutes les vidéos à merveille. Donc merci Alex pour la technique, ça fait plaisir. Et ça m'a rappelé qu'une fois que tu connais les règles, rien ne t'empêche de t'amuser à les enfreindre. Après 2 semaines de tournage pour un film de 2 minutes 30 sur Bali, voici à quoi ressemblait ma timeline. En tant que vidéaste, tu veux vraiment te mettre à 100% dans ton montage. Donc il faut que tu connaisses tes rushs par cœur. Pour ça, ce que je fais, c'est que je les trie par dossier. Quel rush a été filmé à l'A7 IV, quel rush a été filmé au drone, quel jour ils ont été filmés. Tout ça, je le fais avant le montage. Je trie par dossier, histoire que le montage soit beaucoup plus simple. Pour monter mes vidéos, j'utilise Premiere Pro. C'est un logiciel que j'utilise depuis 4 ans et ça a toujours très bien fonctionné pour mes projets. Après ça, je crée un nouveau projet et je place mes rushs sur ma timeline selon mon storyboard. Là, en l'occurrence, j'en avais pas. Je coupe les premiers rushs, j'ajuste le son, je rajoute une petite musique pour avoir une idée de à quoi ça peut ressembler. Et à partir de ce moment-là, j'attaque le gros du montage, le sound design. Le sound design, c'est super important dans les projets. Ça ajoute vraiment de la vie à tel montage. Et selon moi, c'est très important. Alors, je suis pas un pro, mais j'essaie gentiment de m'y mettre. Et franchement, je trouve
trouve que le résultat est pas trop mal. Pour trouver mon bonheur, j'utilise Artlist. Je n'ai qu'à taper le type de son que j'aimerais avoir et Artlist me propose une panoplie de sons que je peux utiliser et je trouve tout le temps ce que je veux. J'ai même pas besoin d'utiliser d'autres choses, et tout sur Artlist. Même chose pour les musiques, les overlays, etc. Il y a tout dessus. C'est définitivement un choix précieux pour mon métier. Une fois que le son a été ajusté et que les vidéos sont coupées, je peux passer à l'étalonnage. Ah là là, l'étalonnage. Qu'est-ce que je suis nul, mais qu'est-ce que j'aime cette partie. L'étalonnage, c'est ce qui consiste à rendre une vidéo plus belle en ajustant ses couleurs et ses tons. Vu que je filme souvent en S-Log 3, je dois passer par les presets que Sony met à disposition pour passer du S-Log 3 au Rec 709, ce qui fait une grande différence entre la vidéo S-Log 3 et la vidéo Rec 709. Ça rapporte déjà les couleurs de la vidéo, mais on n'a pas encore fini. Pour qu'une vidéo rentre bien, ce que je fais, c'est que je me rends dans les courbes et j'augmente les tons noirs et j'augmente les tons blancs en faisant ce qu'on appelle le S-Curve, mais je peux aussi ajuster le contraste, la saturation ou encore les tons moyens. Ça m'arrive aussi de quelquefois ajouter des LUT pour un style un peu plus créatif. Typiquement, Ryan and Joe, merci pour tes LUT, elles sont tip top et elles passent parfaitement sur tous mes projets. Je suis pas un pro en étalonnage, d'ailleurs si quelqu'un a des refs sur comment utiliser DaVinci, je suis preneur parce que là ça m'a plu. Je pense que c'était vraiment une expérience enrichissante de voyager tout en capturant des moments de vie. Et ça m'a permis de grandir, d'apprendre plus sur le monde et sur moi-même. Et c'était une expérience juste folle, que j'ai hâte de refaire. D'autant plus que je l'ai fait avec des créateurs talentueux que j'ai rencontrés sur place et qui m'ont vraiment appris beaucoup de choses sur le domaine de la vidéo. Et de voir leur style de tournage complètement différent et leur façon d'aimer le process, ça m'a remotivé à essayer de créer de nouvelles choses et essayer de capturer encore plus de beaux moments. Et encore un grand merci à Alex et Matt qui m'ont profondément inspiré. Au plaisir de vous revoir à l'autre bout du monde les gars. Et c'est peut-être un signe de prendre ta caméra, ton téléphone et de commencer à filmer, produire quelque chose qui te plaît réellement. Et qui sait où ça peut te mener. Merci d'être resté jusqu'ici. C'était Iron. À bientôt.